Les antipodes. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Yop et vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange épisode 23. Nous sommes en septembre 2024 et c'est la rentrée du podcast après un été riche en mini-mystères. Et comme c'est la rentrée, j'ai des annonces à vous faire et aussi des remerciements. Alors je vais commencer par les remerciements. Avec les mini-mystères, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de remercier les nouveaux patrons. Merci donc à Noémie, Maës Cabra, Axel, Biche Tordue, Morphée, Queen Bee, Olivier, Donovan, Denish J, Julie R, Dallas Sunrise, Guillaume G, Tanyo Husky, El Touriste 4, Carole G, Coralie V, Ferian P, Pascal, Camille, Pivi, ou Paivi, je ne sais pas, Lustucru 0211, Cindy, Anaïs R, Yuzu, Drustan et Jérémy. Si vous souhaitez vous aussi faire partie des patrons et accéder aux épisodes privés, ça se passe sur patreon.com/je-suis-hop. Merci à vous. Les épisodes privés ont d'ailleurs continué cet été, donc si vos oreilles sont à la recherche de nouvelles affaires, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et d'ailleurs, petite nouveauté de rentrée sur Patreon, vous pouvez maintenant vous abonner à l'année et avoir 10% de réduction sur le prix annuel. Alors, je vous laisse regarder tout ça. Autre annonce, j'ai décidé de changer un peu le rythme de parution des épisodes. Alors comme vous le savez, chaque mois je traite 2 affaires dans le Rendez-vous de l'étrange. Elles sont enregistrées en live le premier vendredi du mois. Jusqu'à maintenant, je les sortais le même soir pour pouvoir les écouter à la suite. La chose qui va changer à partir de maintenant, c'est qu'elles vont sortir à 1 semaine d'intervalle, juste pour me laisser un petit peu plus de temps pour le montage. Deuxième annonce avant de commencer, je suis en train de déménager tout mon matériel parce que j'ai pris un studio qui va me servir exclusivement pour enregistrer et faire du podcast. Donc, exceptionnellement, cet épisode n'est pas enregistré en live ou en vidéo parce que le studio n'est pas encore tout à fait prêt. Mais j'espère bien pouvoir y enregistrer le prochain et à partir de maintenant sortir de beaux épisodes. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch ou sur YouTube pour avoir accès à la vidéo lorsque le studio sera prêt. Tous les liens sont dans la description. Bon, l'intro a été longue, c'est un épisode de rentrée, c'est normal, j'avais des choses à vous dire. Maintenant, on va pouvoir passer au sujet principal de cet épisode. Et comme vous l'avez sûrement deviné avec le titre, on va parler d'aviation, et plus particulièrement d'un avion disparu. Cet avion, c'est un Boeing 727. Je me suis renseigné un petit peu sur ce modèle d'avion. C'est un avion qui a été conçu et commercialisé entre 1960 et 1984 et qui a rencontré pas mal de succès à l'époque, notamment pour sa capacité à se poser sur des pistes très courtes. Ce qui fait qu'il fut le premier avion à réaction commerciale capable d'atterrir à l'aéroport international de La Paz en Bolivie. C'est aussi ce modèle d'avion que Dan Cooper a détourné le 25 novembre 1971 pour sauter en plein vol avec $200,000. Rappelez-vous, j'en ai parlé dans l'épisode 2 du podcast. Le 13 janvier 2019, le dernier Boeing 727 en version passager est retiré du service pour laisser encore 40 versions cargo toujours en service dans le monde. J'ai pas les chiffres de 2024, mais il y a de fortes chances que ce nombre ait encore diminué. Mais l'histoire que je vais vous raconter, elle s'est passée en 2003. Et même si les Boeing 727 étaient déjà sur le déclin, on estime qu'il en restait encore plus d'1 millier en circulation. Et le Boeing 727, immatriculé N844AA, était l'un d'entre eux. Cet appareil fut construit en 1975 et exploité par American Airlines pendant près de 25 ans, avant de devenir pratiquement hors service. Une fois retiré des vols commerciaux, il fut vendu à Aerospace Sales and Leasing pour une compagnie aérienne nigériane appelée IRS Airlines. L'idée, c'était donc que Aerospace Sales and Leasing le sous-loue à IRS Airlines pour le convertir en avion cargo afin qu'il transporte du carburant. Le truc, c'est qu'il est resté cloué au sol pendant plus de 14 mois, accumulant plus de 4 millions de dollars de frais d'aéroport impayés.
En mai 2003, l'avion était toujours stationné sur le tarmac de l'aéroport Quatro de Fevereiro à Luanda, en Angola, principalement non peint, à l'exception des restes de bandes bleues et rouges et blanches de l'époque où il était encore en service. Tous les sièges passagers avaient été retirés et l'avion avait bien été réaménagé pour transporter du diesel. IRS Airlines, qui louait l'avion donc à Aerospace Sales and Leasing, prévoyait de l'utiliser pour approvisionner en carburant des mines de diamants. Cependant, cet accord a échoué et IRS Airlines a abandonné ses plans. Plutôt que de laisser l'avion continuer à accumuler de la poussière et des frais d'aéroport exorbitants, Aerospace Sales and Leasing a décidé de le reprendre, de le rénover, afin de pouvoir le revendre. Une équipe a été envoyée pour effectuer les réparations nécessaires afin que l'avion soit prêt à voler. Le Boeing 727 devait ensuite être acheminé à Johannesburg pour être vendu au plus offrant, probablement pour des pièces, parce qu'il n'était pas non plus en excellent état. Quelques jours avant le départ prévu, l'avion a été déplacé du tarmac à la piste principale afin d'effectuer les derniers tests pour s'assurer qu'il était apte à voler. Et là, on arrive au jour de la disparition. Le 25 mai 2003, 2 hommes ont été filmés en train de monter discrètement à bord du Boeing. Les hommes ont plus tard été identifiés comme étant Benjamin Charles Padilla, un pilote et ingénieur de vol américain, et John M. Mutantu, un mécanicien de la République du Congo. Les 2 hommes avaient été embauchés par Aerospace Sales and Leasing pour travailler à la rénovation de l'avion. Alors, c'est vrai que Padilla est un pilote, mais il n'était qualifié que pour piloter des petits avions privés. Il n'avait pas les compétences pour piloter un avion commercial de la taille d'un Boeing 727. Et c'était également le cas pour son acolyte. Pour piloter un avion de cette taille, il fallait de toute façon normalement un équipage de 3 personnes qualifiées. Et pourtant, ce jour-là, le 25 mai 2023, les 2 hommes ont pris le contrôle de l'avion, l'ont avancé vers la piste, lumières éteintes, et ont décollé vers le sud-ouest, sans demander l'autorisation du contrôle aérien. Personne ne savait où ils se dirigeaient, et lorsque la tour de contrôle a tenté de communiquer avec l'avion, elle n'a reçu aucune réponse. Le transpondeur avait été désactivé, ce qui empêchait de tracer l'avion. Le Boeing 727 s'est envolé au-dessus de l'océan Atlantique avec plus de 53 000 litres de carburant, ce qui était suffisant pour parcourir jusqu'à 2500 km sans s'arrêter. Le truc, quand on vole un avion aussi gros, c'est qu'il faut atterrir. Et qu'a priori, il faut quand même une piste assez conséquente. Même si, comme je viens de le dire, le Boeing 727 n'a pas besoin d'une très longue piste d'atterrissage, il a quand même besoin de 150 mètres pour freiner, et donc, a priori, d'un aéroport. Eh bien, des rapports ont indiqué que quelqu'un à bord de l'avion avait utilisé la radio pour demander la permission d'atterrir aux îles Seychelles, situées à plus de 5200 km du point de départ. Ce qui signifiait que l'avion aurait dû se ravitailler en carburant à un moment donné pour parcourir une telle distance. L'autorisation d'atterrir fut accordée, mais l'avion n'a pas répondu et ne s'est jamais posé. Et depuis, on n'a jamais revu ni l'avion ni les 2 hommes aux commandes. Rappelez-vous, en 2003, nous étions 2 ans après les attentats du 11 septembre, et la période était très tendue. Le FBI et la CIA ont déterminé que cela pouvait être un acte de terrorisme et ont lancé rapidement une enquête pour retrouver l'avion disparu. Malheureusement, cela n'a rien donné. Et ce qui rend cet incident encore plus étrange, c'est le passé des 2 individus qui ont volé l'avion. Benjamin Padilla était donc un pilote et ingénieur de vol américain. Il avait 50 ans, il était père de 2 enfants et fiancé depuis 15 ans, en Floride. Sa famille a déclaré qu'il aimait les avions depuis son enfance, il avait toujours été doué en mécanique et il avait obtenu sa première certification pour piloter des petits avions lorsqu'il avait la vingtaine. Il avait été embauché par Aerospace Sales and Leasing pour superviser le travail des mécaniciens sur la rénovation du Boeing 727. D'après les autres membres du personnel qui travaillaient avec lui, rien dans son comportement ne laissait présager la disparition de l'avion. Il avait fait tout ce qui lui avait été demandé dans le cadre du projet, y compris superviser le déplacement de l'avion vers la piste principale en prévision du vol à venir.
Rien n'indiquait qu'il avait prévu de voler l'avion sur lequel il travaillait. Quant à John Mutantu, tout ce qu'on savait de lui, c'est qu'il résidait en République du Congo et qu'il avait été embauché comme mécanicien par Aerospace Sales and Leasing. Et lorsque le FBI a tenté de vérifier ses antécédents dans le cadre de son enquête, il n'a pas pu trouver d'informations pouvant l'inculper de quoi que ce soit ou encore le relier à un réseau criminel. Rien dans les histoires de ces deux hommes n'indique pourquoi ils auraient volé le Boeing 727. Alors, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur l'affaire et qu'on connaît les deux hommes, je vous propose qu'on passe aux théories possibles. La première d'entre elles, c'est que le vol de l'avion aurait pu être un acte terroriste. Comme je l'ai déjà dit, après les attentats du 11 septembre, le FBI et la CIA ont pensé que l'avion pouvait être utilisé comme une bombe. Et c'est pourquoi ils ont immédiatement lancé une enquête. Ils ont recherché l'avion dans plusieurs pays après l'événement. Un agent de sécurité régional du service de sécurité diplomatique américain l'a recherché au Sri Lanka sans résultat. Une recherche au sol a également été effectuée par des diplomates stationnés au Nigeria, dans plusieurs aéroports. Le télégramme du Nigeria a également déclaré que les diplomates n'avaient pas envisagé un atterrissage du Boeing 727 dans un grand aéroport, car l'avion aurait pu facilement être identifié. Sans aucun résultat, ils ont abandonné les recherches en voyant que l'avion ne réapparaissait pas. Selon eux, la menace est élevée. L'une des théories les plus populaires, et que j'aime bien également, c'est la théorie de l'arnaque à l'assurance. Rappelez-vous, ça faisait 14 mois que l'avion prenait la poussière sur le tarmac de l'aéroport et qu'il coûtait beaucoup d'argent. Aerospace Sales and Leasing devait plus de 4 millions de dollars de frais d'aéroport. Et vu dans quel état était l'avion, l'entreprise allait devoir le vendre pour des pièces. Cependant, maintenant qu'il avait disparu, une réclamation d'assurance pouvait être déposée et payée à l'entreprise. Maury Joseph, le PDG d'Aerospace Sales and Leasing, avait un passé douteux. Il était connu pour avoir falsifié des comptes de résultats et mis en faillite ses entreprises précédentes. Certains pensaient qu'il avait payé 2 de ses employés pour se débarrasser de l'avion dans le cadre d'une fraude à l'assurance. Mais le FBI a finalement écarté cette théorie. Et c'est vrai que la théorie a l'air quand même un petit peu bancale. D'une, l'identité des 2 voleurs, en faisant ça, elle est grillée instantanément. Donc, si on les retrouve, on peut facilement remonter à leur patron. Et de 2, personnellement, j'aurais jamais engagé ces 2 personnes. Elles n'avaient pas les compétences pour piloter un avion. Du coup, c'était vraiment une mission suicide. Mais toujours est-il qu'ils l'ont fait, et qu'on ne sait pas vraiment pourquoi ils l'ont fait, ni ce qui est advenu de l'avion. La théorie la plus probable concernant l'avion, et également celle de la famille de Benjamin Padilla, c'est que l'avion s'est écrasé dans l'océan Atlantique et qu'il n'a jamais été retrouvé. Mais encore une fois, on n'a aucune preuve de cet accident, et on n'a jamais retrouvé aucun débris de l'appareil. Ils ont très bien pu atterrir dans un petit aéroport privé où ils avaient des contacts de mèche avec eux. Au cours de l'été 2003, quelques mois seulement après la disparition de l'avion, un autre appareil a été repéré en Nouvelle-Guinée et il correspondait à la description du Boeing 727 disparu. Des rumeurs ont donc commencé à circuler comme quoi il s'agissait de notre avion, repeint et avec de nouveaux numéros de série. Cependant, les autorités n'ont jamais pu vérifier cette information. Sans la moindre preuve concernant l'avion, ni aucun signe des 2 hommes, le mystère du Boeing 727 disparu reste entier depuis maintenant plus de 20 ans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus la menace imminente d'un attentat terroriste, le FBI a estimé qu'il n'était plus nécessaire de maintenir cette enquête active et de la classer en 2005. Il y a donc peu de chances en 2024 qu'on n'en sache plus sur ce mystère. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve donc très vite pour la 2e affaire du mois. En attendant, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les différents réseaux. C'est Je suis Yop sur Twitch et Patreon, c'est RDV étrange sur Insta. Allez aussi faire un tour sur la chaîne YouTube du label Les Antipodes pour accéder aux épisodes en vidéo. Et bien sûr, rejoignez la super communauté Discord pour discuter ensemble entre les épisodes. Tous les liens mentionnés sont dans la description.
Je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut.